Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning. Another one, another plane just hit. Right, oh my God, another plane. Right now, you got people running up the street. And there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there is... People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows. Like... Here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. Another plane has crashed this morning about 80 miles south of Pittsburgh. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. The entire building has just collapsed. It's down on itself. It's not there on itself. It's not there anymore. Just landing only a few minutes ago at Andrews Air Force Base, returning to the White House, getting ready to address the nation around 9 p.m. Never imagined it was going to occur under one has completed with all of these. Good evening. Today, Aujourd'hui, nos concitoyens, notre mode de vie, notre chère liberté ont été attaqués. Immédiatement après la première attaque, j'ai mis en œuvre les plans d'urgence de notre gouvernement. J'ai engagé tous les moyens de nos services d'ordre et de renseignement pour trouver les coupables et les traduire en justice. Nous ne ferons aucune différence entre ceux qui ont commis ces actes et ceux qui les protègent. Merci. Bonne nuit. Et que Dieu protège l'Amérique. Mon nom est Laurie Van Hoeken. Mon mari Kenneth a été tué le 11 septembre dans le World Trade Center. Il était au 105e étage de la tour nord, la première à être touchée et la deuxième à s'écrouler. Mon nom est Patricia Casaza. J'ai perdu mon mari, John Casaza. Il travaillait pour Cantor Fitzgerald, au 104e étage de la tour 1. Mon nom est Mindy Kleinberg et j'ai perdu mon mari Alan. Il travaillait pour Cantor Fitzgerald au 104e étage de la tour nord. J'ai reçu un message de sa part le matin du 11 septembre qui disait « Je t'aime. Je suis dans le World Trade Center. La tour a été frappée par quelque chose. Je ne sais pas si je vais en sortir, mais je t'aime beaucoup et j'espère te voir plus tard. Bye. » Je ne suis pas arrivée au téléphone à temps pour lui parler. J'ai essayé de le rappeler et je n'ai jamais réussi à le joindre. J'étais en train de faire la lessive quand j'ai reçu un appel de mon mari. Il croyait qu'une bombe avait explosé dans sa tour. Juste avant de m'appeler, il avait inspecté les couloirs. Et il m'a dit, « Tu sais, le sol se couvre d'une épaisse fumée noire. Je ne sais pas si on va s'en sortir. » Il a dit, « Je t'aime. Et dis à John, notre fils, que je l'aime aussi. » Le 11 septembre 2001, 2972 personnes de plus de 80 pays ont été tuées, laissant derrière elles des milliers de proches qu'ils aimaient. Alors que la douleur continuait pour beaucoup, certains commencèrent à dépasser leurs propres souffrances. Les funérailles de mon mari ont eu lieu en octobre. C'est là que j'ai commencé à être en colère. C'est là que j'ai commencé à m'interroger.
J'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur. J'ai commencé à lire tous les articles que je trouvais. Au début, je n'arrivais pas à dormir. J'étais tellement terrassée par la douleur. Alors je passais mes nuits à faire des recherches. Je veux m'entretenir avec la NSA, la CIA et le FBI, tous ensemble. Parmi les personnes enquêtant individuellement, 4 veuves du New Jersey se sont réunies. Mindy Kleinberg, Patty Casazza, Lori Von Hoeken et Kristen Breitweiser se sont fait connaître sous le nom des Jersey Girls. Nous avions les mêmes questions et nous sommes devenus amis. Nous avions toutes des questions et nous voulions des réponses. La première question de cette liste grandissante. Pourquoi les défenses militaires n'ont pu stopper aucun des 4 avions détournés? La FAA a alerté la défense aérienne d'un détournement possible à 8h38 ce matin. Nous savons que le dernier avion s'est écrasé en Pennsylvanie juste après 10 heures. Ça fait presque 2 heures. Vous voyez des avions qui volent à travers l'espace aérien des USA sans aucune réponse militaire. En découvrant un article d'un journal canadien, les Jersey Girls ont appris que pour le NORAD, l'organisation militaire chargée de la défense aérienne, c'était une routine de faire décoller les chasseurs pour intercepter des avions lors d'une alerte suspecte. Accident mortel d'un avion d'affaires. Elles se sont souvenues d'un incident relaté en 1999. Les contrôleurs ont perdu le contact avec le pilote après 25 minutes de vol. Un F-16 en mission a été envoyé en surveillance. Finalement, 6 avions militaires l'ont pris en chasse. L'avion a été suivi au radar par la FAA. En haut lieu, les militaires et même la Maison-Blanche ont discuté de l'action à mener. Dites-moi quelle est la différence entre ces moments-là et le jour du 11 septembre. Elles se sont interrogées sur le manque de réponse immédiate du président et de sa garde rapprochée. Le président Bush était en visite dans une école de Floride ce matin-là. Il est resté assis dans une classe plus de 7 minutes après avoir été informé de la deuxième attaque. Les services secrets coopèrent avec la FAA. Après le World Trade Center, ils communiquaient pleinement. Sur le suivi radar. Oui. Dans ces moments-là, ils agissent. Ils ne disent pas monsieur, ils ne font pas de politesse, ils s'activent. Ils sont entrés en disant « nous devons partir tout de suite ». Ils m'ont saisi. Ils vous ont saisi et amené? Oui. Et immédiatement après la première attaque, j'ai mis en œuvre les plans d'urgence de notre gouvernement. Si les gens échouent dans leur travail, en omettant d'informer les responsables qui ont le pouvoir de faire quelque chose, pourquoi n'avons-nous pas vérifié nos protocoles pour remédier aux problèmes et progresser? Nos familles ne tenaient pas à ce que nous posions ces questions. C'était douloureux. On devait juste faire notre deuil, guérir. Mais une partie de notre guérison consiste à savoir ce qui s'est passé exactement. Au début, on cherchait des réponses assez fiévreusement. Et il y avait peu d'informations diffusées dans les grands médias qui répondaient à nos questions. Chaque fois que nous cherchions quelque chose, il y avait juste encore plus de questions. Un article qui soulevait une question amenait une autre question qui amenait une autre question. Quand on ne pouvait pas les regrouper, quand on n'arrivait pas à une réponse sensée, là on a commencé à cataloguer les questions. Les familles soulevaient des questions à propos des pistes suivies par le FBI et sur la recherche réelle de justice après le 11 septembre. J'ai engagé tous les moyens de nos services d'ordre et de renseignement pour trouver les coupables et les traduire en justice. La semaine suivant les attentats, il a été dit à maintes reprises que les pirates de l'air avaient de nombreux complices aux USA. 75 individus sont actuellement en détention, plus de 480 personnes ont été arrêtées, presque 1000 personnes. Les familles attendaient le début du procès du 11 septembre, mais ça n'est jamais arrivé. Après ces rafles spectaculaires, le département de la justice relâcha tranquillement les suspects un par un. Un an plus tard, les familles apprenaient que seulement 6 des détenus étaient toujours en détention et aucun d'entre eux n'était accusé de terrorisme. Le FBI changeait continuellement les agents chargés de l'enquête.
Mais quand on essaye de faire des connexions, on a besoin de continuité. La journaliste Gail Sheehy a passé des mois avec les 4 veuves. Elles voulaient s'assurer que tout avait été fait et continuerait à être mis en œuvre, mais elles ont constaté que finalement, rien n'avait été fait. On a imprimé et photocopié des articles. Dès novembre, il devenait évident pour la plupart des familles qu'une enquête indépendante serait nécessaire pour faire ce que la justice et la presse ne semblaient pas vouloir faire. On sentait que le pays était menacé par le terrorisme et par l'incompétence. Et peut-être pire. Elles sont arrivées à Washington, se sont arrêtées à un feu, elles ont retiré leurs pantalons et ont commencé à mettre leurs petites tailleurs pour aller partout à l'intérieur du Congrès et harceler les membres en leur disant « Qu'est-ce que vous faites à ce sujet ?» Rapidement, un projet de commission d'enquête fut mis en place par le Congrès. Le sénateur Tom Daschle a dit la semaine dernière que vous l'avez appelé plusieurs fois en lui recommandant de ne pas enquêter sur le 11 septembre. Tom se trompe, il a fait, je pense, disons, une mauvaise interprétation. Il a dit à une occasion que le président lui a demandé de le faire lors d'un déjeuner. Et maintenant, vous dites qu'ils n'ont pas demandé à bloquer l'enquête ? Laurie était indépendante. Mindy était démocrate. Et en fait, Kristen et moi, nous avions voté pour Bush lors de sa première élection. Pourtant, alors qu'il aurait dû être notre meilleur défenseur, il s'est avéré être l'un de nos plus grands adversaires. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans ces tours. Les Jersey Girls n'étaient pas les seules à être frustrées et à chercher des réponses. À New York, Sally Regenhardt a perdu son fils Christian dans la chute des tours. Il était pompier et il en assurait la sécurité. Des enregistrements et des rapports d'urgence et plus de 500 interviews de pompiers réalisées juste après le 11 septembre, tout ce matériel a été dissimulé au public. Sally s'associa avec Monica Gabriel, une veuve dont le mari, Richard, est mort au World Trade Center. Pourquoi les tours sont-elles tombées? Comment des gratte-ciels peuvent-ils s'écrouler au sol en 10 secondes? Jamais avant cet événement, ni depuis, le feu n'a fait s'effondrer un building à structure d'acier. Le bâtiment numéro 7 du World Trade Center, qui n'a jamais été percuté par un avion, s'est aussi écroulé ce soir-là. Le bâtiment 7 est en flammes en ce moment et apparemment sur le point de s'écrouler. Le plus grand effondrement de structure de l'histoire, la plus grande perte de vie sur le sol américain depuis la guerre civile. Et pas un élu, membre du gouvernement ou pas, n'a voulu savoir comment ça s'est passé. L'union faisant la force, les familles des victimes du 11 septembre se sont réunies au Capitole pour réclamer des réponses. Nous avons besoin d'une enquête totalement indépendante. Nous devons poser des questions dures et exiger des réponses difficiles. Comme toute nation qui grandit, nous devons nous renforcer et tirer les leçons amères du 11 septembre. Nous te demandons, Amérique, de te tenir à nos côtés. J'étais terrifiée à l'idée de parler devant des inconnus. C'est quelque chose qu'aucune de nous n'avait fait avant. Le rassemblement a uni les familles isolées. Bob McIlvaine, qui a perdu son fils Bobby, est venu de Philadelphie pour rejoindre le groupe. Sortir de Philadelphie, ce fut comme sortir d'un cercle vicieux. Je pataugeais, j'essayais de discuter, de trouver quelqu'un. C'était la première fois que nous nous retrouvions tous ensemble, dans une nouvelle direction pour faire avancer la commission. Une coalition de familles qui partageaient les mêmes questions et inquiétudes commença à prendre forme. Son but, une enquête officielle. Faites appel au Congrès. Dites-lui que vous voulez être en sécurité. Une enquête ne doit pas interférer avec les efforts en cours pour prévenir la prochaine attaque.
Frustrés par l'attitude de la Maison-Blanche et l'apparent manque d'intérêt du public, les familles commencèrent à chercher activement l'aide des médias. Et vu l'obstination de la presse à se focaliser sur la douleur et la souffrance, il fut aisé pour les veuves du New Jersey d'obtenir leur attention. Vous savez, c'était ma douleur et mon histoire personnelle, et je ne tenais vraiment pas à la partager. Nous avons alors pris la décision que nous commencerions par leur dire « Ok, je vous parle de moi et vous parlez du fait qu'il n'y a pas d'enquête. » Les 4 femmes qui sont ici ont perdu leur mari dans les attentats. Kristen Breitweiser est l'une des 4 veuves du New Jersey. Ces femmes se sont regroupées après la mort de leur mari et aujourd'hui, elles mènent une campagne pour découvrir ce qui s'est réellement passé le 11 septembre. Et finalement, les médias ont commencé à parler de nos actions, et plus seulement de celles de l'administration. Participer à une émission n'est pas facile, mais nous avions besoin de la pression du public pour que quelque chose puisse se passer à Washington. Ils ont besoin d'une énorme pression du public pour bouger. Le président Bush a signé aujourd'hui une loi pour créer une commission indépendante qui enquêtera sur les attentats du 11 septembre. Agissant sous la pression, la Maison-Blanche accepta finalement un marché. Mais de révélation en révélation, on s'aperçut qu'elle cherchait plutôt à bloquer une enquête qu'elle n'avait jamais voulu. Le président a nommé un proche, Henry Kissinger, secrétaire d'État des gouvernements Nixon et Ford, pour diriger la commission. Il a un penchant pour le secret, ce dont on n'a nul besoin ici. Il y a des questions sur son rôle au Vietnam, son rôle dans le coup d'État au Chili. Plusieurs membres des familles se sont adressés à Kissinger pour avoir un rendez-vous à son bureau à New York. Avant le rendez-vous, Kristen Breitweiser mena une enquête minutieuse sur les possibles conflits d'intérêts de Kissinger. En posant quelques questions pointues, Laurie a dérangé plusieurs personnes dans la pièce. Avez-vous des clients en Arabie Saoudite dont vous aimeriez nous parler? Il n'était pas très à l'aise. Il s'agitait sur le canapé. Et quand elle a demandé s'il n'avait aucun client du nom de Ben Laden, là j'ai cru qu'il allait tomber de son canapé. L'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger a démissionné du poste vendredi. On s'est dit que ça s'était bien passé. Je ne voudrais vraiment pas être sur le chemin de l'une de ces familles. Kissinger fut bientôt remplacé par Thomas Keane, un ancien gouverneur du New Jersey, et par un ancien membre du Congrès, Lee Hamilton, qui a présidé la commission spéciale du renseignement. Les 8 membres restants de la commission étaient tous issus du monde politique et juridique, partagé entre républicains et démocrates. Souvenez-vous, dans les années 90, 100 millions de dollars ont été dépensés pour enquêter sur les exploits sexuels de Clinton. 100 millions de dollars! Alors qu'au départ, on n'a attribué que 3 millions de dollars pour enquêter sur le meurtre de 3000 personnes. Le budget a finalement été rehaussé à 14 millions de dollars. Mais contre le vœu des familles, une durée d'1 an et demi seulement fut allouée à l'enquête. Afin de surveiller la commission, les proches des victimes créèrent le comité d'organisation des familles. Le groupe posait aux membres des centaines de questions pertinentes pour lesquelles il attendait des réponses. C'est le début officiel de notre première audition publique. Ce sera un travail très difficile et important. En mars 2003, 441 jours après les attentats, l'enquête officielle commença à New York. Mindy Kleinberg, membre des défenseurs du 11 septembre. Le matin du 11 septembre, à 8h40, avec Sam, mon garçon de 3 ans, j'amenais Jacob et Lorraine, 10 et 7 ans, à l'arrêt de bus. Brad avait 24 ans. C'était l'aîné de nos 3 fils. Les membres du comité des familles furent parmi les premiers à témoigner devant la commission. Allô maman, c'est Brad. Je voulais juste te dire, tu as sûrement entendu ou peut-être pas, mais un avion a percuté la tour numéro 1 du World Trade Center. Nous ça va, on est dans la tour 2. Bien sûr, je suis vivant, tout va bien, mais c'est une expérience sacrément effrayante. J'ai vu un gars tomber du 91e étage jusqu'en bas, alors...
N'hésite pas à m'appeler ici. Je pense qu'on sera là toute la journée. Je sais pas si la boîte va fermer. Mais appelle-moi plus tard. J'appelle papa pour le prévenir. Je t'aime. Bienvenue au maire de New York, Michael Bloomberg. Dès le départ, de nombreuses familles se préoccupèrent de la conduite de l'enquête. Nous avons supplié pour que les gens témoignent sous serment. Au début, ils ne l'étaient pas. Alors que les auditions progressaient, les familles étaient de plus en plus frustrées, car elles voyaient juste un jeu de ping-pong entre les membres de la commission et les témoins. Parce qu'il y avait des questions que nous, les familles, avions écrites pour chaque personne qui venait témoigner aujourd'hui. Et les questions n'ont pas été posées. Ce fut un vrai gaspillage de temps. Ce n'était qu'une bande de gens qui se congratulaient et qui posaient les mêmes questions à tour de rôle. Ils tournaient autour du pot sans poser de questions précises. C'est de l'obstruction, de la dissimulation. Je suis très amer, très en colère. Cependant, personne n'était préparé à ce qu'elles allaient dévoiler au sujet de Philippe Zelikow, le directeur exécutif de la commission. C'est lui qui avait le pouvoir de mener l'enquête, de dire qui serait entendu, ce qui serait inclus dans le rapport de la commission ou ne le serait pas. Nous avons découvert que non seulement il servait dans l'équipe de transition de l'administration Bush, mais aussi qu'il a écrit une ébauche pour la mise en place du Conseil de sécurité nationale de l'administration Bush, qu'il a écrit le projet de stratégie de guerre préventive qui a été utilisé pour la guerre en Irak, que c'est un proche de Condoleezza Rice. Nous voulons qu'il démissionne. Philippe Zelikow refusa de démissionner et le président Keane récusa les griefs des familles à propos des conflits d'intérêts. En presque un an, la commission ne reçut qu'une petite partie des documents qu'elle avait demandés. À cet instant, ce que nous avons, ce sont des centaines de cartons de documents qui sont arrivés à la commission. Et nous ne les avons pas encore triés. Ils leur ont donné des boîtes et des boîtes de documents, mais tout document pertinent a été laissé de côté. Un arrangement annoncé hier entre la Maison-Blanche et la commission qui enquête sur les attentats du 11 septembre se trouve être controversé. D'après cet arrangement, seuls certains membres de la commission seront autorisés à avoir des documents classifiés de la Maison-Blanche et leurs notes seront soumises à la relecture de l'administration. Je suis membre de la commission. Le président a dit que seule une minorité de la commission peut voir une minorité de documents et qu'ensuite ils doivent valider avec la Maison-Blanche ce qu'ils diront aux autres membres. Les deux seuls membres de la commission autorisés à avoir un accès direct aux documents, Jamie Gorelick, adjointe du ministre de la Justice sous Clinton, et Philippe Zelikow. J'ai senti à ce moment-là que les dés étaient pipés. La majorité des membres de la commission a senti qu'il valait mieux voir ces documents plutôt que courir le risque de ne pas les voir du tout. C'est une escroquerie, c'est totalement dégoûtant. Nous ne pouvons pas remplir notre devoir si nous n'avons pas tous accès à tous les documents dont nous avons besoin, y compris ceux de la Maison-Blanche. L'enquête touchant à sa date butoir, le président, le vice-président et la conseillère à la sécurité nationale refusaient toujours de témoigner publiquement. Mais peu d'Américains connaissaient la complexité de la situation. Jusqu'alors, les médias couvraient très peu les auditions. Subitement, tout changea. Dans son témoignage en fin de semaine face à la commission et dans le livre à paraître demain contre tout ennemi, Clark racontera ce qui s'est passé dans les coulisses de la Maison-Blanche avant, pendant et après le 11 septembre. À tous les proches des victimes du 11 septembre, votre gouvernement vous a abandonné. Ceux qui devaient vous protéger vous ont abandonné. Et je vous ai abandonné. Monsieur Clark est la première personne à s'être excusé auprès des familles. Le témoignage de Richard Clark a donné aux familles l'impulsion nécessaire pour inciter le public à faire pression sur les réticences de la Maison-Blanche. L'administration Bush a accepté que Condoleezza Rice vienne témoigner publiquement devant la commission du 11 septembre. Pour le président Bush, ce fut un revirement dramatique. J'ai ordonné cette coopération parce que je considère nécessaire d'obtenir un tableau complet. Et même le président et le vice-président acceptèrent de se présenter, mais à une condition.
Ils insistèrent pour témoigner ensemble, à huis clos et sans prêter serment. Monsieur le Président, pourquoi insistez-vous pour une rencontre commune devant la commission du 11 septembre? Parce que la commission du 11 septembre veut nous interroger et je me réjouis de les rencontrer, de répondre à leurs questions. Je vous demandais pourquoi vous vous présentiez ensemble plutôt que séparément, ce qui était leur requête. Parce que c'est une bonne chose que nous répondions tous les deux aux questions que la commission désire nous poser. Et je désire leur répondre. Ensuite, Nous devons avoir une seule version. Je dirai une partie. Si je me trompe, tu me corriges et tu continues. je veux remercier le président et le vice-président pour nous avoir permis de partager nos avis sur différents sujets. Il avait de bonnes questions. Et c'était... je suis content d'y avoir consacré du temps. Quel sujet intéresse le plus les membres de la commission? Je préfère vraiment ne pas rentrer dans les détails de cette conversation. Le président et le vice-président des USA, vous ne pensez pas qu'ils peuvent s'assumer et parler par eux-mêmes? Ils devraient être sous serment. Ils devraient, oui. Et en public. Les familles ne méritaient-elles pas d'avoir une transcription ou de voir... Adam, vous m'avez déjà posé cette question hier. La réponse est la même. En juillet 2004, la commission publia son rapport final. Résultat attendu d'un combat des familles durant 2 ans et demi. 2,5 millions de pages de documents. Nous avons entendu plus de 1200 personnes, y compris experts et officiels, passés et présents. Vous avez produit un rapport qui fait l'unanimité, qui honore les milliers de personnes mortes le 11 septembre, qui honore les proches de leurs familles. Merci d'avoir créé un rapport qui est peut-être l'une des publications les plus importantes de notre époque. Les membres de la commission ont travaillé dur et ont bien servi notre pays. Je leur adresse ces remerciements au nom de tous les Américains. Nous avons attendu la sortie du rapport avec plein d'espoir. Et j'avais toujours espéré un rapport qui répondrait à mes questions. Cependant, le rapport qui concluait que le 11 septembre était dû à un simple manque de prévoyance et d'imagination déçut les attentes des familles. Très peu de questions ont trouvé des réponses. Peut-être que 30% des questions ont trouvé des réponses. Ce qu'il contient, ils n'ont pas eu d'autre choix que de le mettre, car ils savaient ce que nous savions. Vous pouvez mener une enquête, mais si vous ne voulez pas vraiment approfondir un domaine, vous le contournez. Si vous ne leur posez pas toutes les questions, et s'ils ne vous racontent pas toute l'histoire, vous vous retrouvez avec un rapport basé sur des semi-vérités. Peut-on comparer ceux qui ont perdu leurs proches le 11 septembre à ceux qui ont perdu leurs enfants au Vietnam? Ils ne peuvent pas s'en remettre. Et parfois, ils partent en croisade parce que la réalité leur est trop dure. Les familles doivent comprendre qu'il est quasiment impossible de savoir comment ces attentats auraient pu être stoppés, même dans les meilleures conditions. Le 11 septembre, les médias avaient commencé de faire leur travail, mais on les a bloqués. Et ils ont cessé de le faire. Ils ont commencé à ne rapporter que les actions du gouvernement et de l'administration. Les médias rapportaient bien un fait ici ou là, mais ils échouaient toujours à les relier entre eux. Ce que j'espérais, personnellement, sur le 11 septembre, c'était une enquête de type Watergate. Que quelqu'un, enfin, se mette dessus pour de bon. Les familles découvrirent le site web d'un enquêteur indépendant, Paul Thompson. Son site est un outil de recherche reliant des informations issues de plus de 7000 sources de grands médias. C'était tous nos dossiers, mais merveilleusement mis en ligne. Vous aviez la possibilité de faire toutes les connexions.
Il s'appuyait sur les sources des médias, les confrontait et démontrait ainsi qu'il y avait des contradictions dans la chronologie. Vol 93, crash à 10h03, mais les données sismiques donnaient 10h06. Ensuite, il y avait un lien pour voir les données sismiques. Le mythe du renseignement, c'est qu'on obtient ces précieuses informations secrètement. À vrai dire, près de 80% des infos que vous cherchez sont disponibles dans le domaine public. Le travail de Thompson gagna bientôt sa place dans les grands médias. La chronologie de Thompson est basée sur des documents publics du 11 septembre connus du monde entier. James Ridgway fut un des premiers à s'intéresser à la chronologie de Thompson. Cela doit être pris plus au sérieux que le travail de la commission du 11 septembre, parce que c'est ouvert. Il n'y a rien ici de secret. Quand j'ai commencé mes recherches, j'ai remarqué cet étrange phénomène. Il y a beaucoup d'infos explosives qui sont sorties dans la presse, mais elles ont été étouffées. Si j'avais regardé les infos de temps en temps, je n'aurais jamais remarqué cela. Vous pouvez trouver une partie d'une info importante dans la presse et une autre partie dans un journal TV. Et si vous commencez d'assembler toutes ces parties éparses, tous les divers aspects du 11 septembre, vous obtenez un récit très différent. L'histoire est bien différente si vous approfondissez les informations. Et clairement, quelque chose d'imprévu s'est passé hier à New York. Nous n'avions aucune information précise à ce sujet. Comme tous les Américains, Thompson n'avait pas mis en doute les premières déclarations de l'administration Bush sur les attentats. Le gouvernement soutenait qu'il n'y avait eu aucun avertissement ni menace particulière. Pas de menace particulière sur une opération aux États-Unis ou sur ce qui s'est passé dans les villes, sur les avions de ligne, etc. Je n'ai eu connaissance d'aucun avertissement sur ce type d'opération dans le pays. J'ai commencé à m'intéresser au 11 septembre vers la mi-août 2002, au moment où le fameux briefing PDB du 6 août 2001 avec le président Bush est apparu dans la presse. Au mois d'août, on a dit au président Bush qu'Oussama Ben Laden pourrait planifier un attentat en détournant des avions américains. C'est une révélation que la Maison-Blanche ne voulait pas rendre publique et les officiels ont passé la journée à tenter de limiter les dégâts. Je pense que personne n'aurait pu prédire qu'ils auraient essayé d'utiliser un avion détourné comme missile. Personne du gouvernement ou du précédent ne pouvait prévoir que des avions seraient lancés contre des bâtiments à une si grande échelle. Sa curiosité piquée, Thompson commença à chercher des articles pouvant l'aider à déterminer de façon exacte à quel point la Maison-Blanche pouvait savoir qu'Al-Qaïda utiliserait des avions comme armes. Il compila rapidement une profusion d'exemples que n'importe quel journaliste aurait pu trouver. L'un des premiers date de 1995. Son nom de code était Opération Bojinka, un complot utilisant des avions de ligne pour attaquer des cibles américaines. Ramzi Youssef, le responsable de l'explosion du World Trade Center en 1993, avait fui aux Philippines, où la police découvrit son atelier de bombes. Youssef s'échappa de nouveau, mais son complice fut arrêté et avoua l'effroyable plan. L'opération Bojinka, qui visait à faire exploser des avions au-dessus du Pacifique, fut largement rapportée. Mais Thompson nota que les journalistes n'avaient pas mentionné le second aspect du complot. Seul CNN International creusa plus profondément. Dans des documents confidentiels des Philippines obtenus par CNN, le plan était clair. Il montera à bord d'un avion de ligne américain, en prendra le contrôle et le fera plonger sur le QG de la CIA. Autre cible, le Pentagone et le World Trade Center. Le FBI, à partir de ces documents, a inspecté les 4 écoles de pilotage mentionnées, mais ne trouva aucune preuve concernant d'autres attentats. NBC seul rapporta la stupéfiante confession d'un homme prétendument entraîné par Ben Laden.
C'était plus d'1 an avant le 11 septembre. Un Britannique d'origine pakistanaise raconta une histoire incroyable au FBI. Il aurait été entraîné par des disciples de Ben Laden pour pirater des avions. Il confessa qu'il était aux États-Unis pour exécuter un attentat. Khan fut recruté par Al-Qaïda dans une mosquée britannique, puis envoyé à Lahore au Pakistan pour un exercice de détournement sur un simulateur de vol de 767. Il devait ensuite partir aux USA pour détourner un avion depuis JFK et l'envoyer dans un building. Je leur ai parlé plus d'1 an avant le 11 septembre de détournement d'avions aux USA ou sur des lignes américaines. Khan déclara qu'il avait eu peur. Au lieu de rencontrer son contact, il a filé. Il a perdu tout son argent en jeu, puis s'est rendu et a tout avoué. J'ai été au Pakistan et je sais qu'il se passe des choses avec ces détournements. NBC News a appris que Khan est passé 2 fois au détecteur de mensonges. Un ancien membre du FBI a dit que les agents de Newark l'ont cru. Mais l'ordre est venu du quartier général, renvoyez-le à Londres et oubliez ça. L'accès à ce tournage exclusif de la NBC est désormais limité. Juillet 2001, selon 60 minutes, les renseignements égyptiens ont reçu un rapport disant que 20 membres d'Al-Qaïda s'étaient infiltrés aux USA et que 4 d'entre eux étaient entraînés sur des Cessna. Pour les Égyptiens, les pilotes de ces petits avions ne semblaient pas très inquiétants. Mais ils ont alerté la CIA malgré tout, en pensant que Washington demanderait plus d'informations. La demande n'est jamais venue. En fait, Thompson compila les articles de 14 pays différents qui avaient mis en garde les USA avant le 11 septembre. Vous pouviez trouver un article à la une et un autre en page 12 du journal. J'ai remarqué plusieurs fois que l'article à la page 12 était plus important que celui en première page. Mars, les renseignements italiens ont donné des infos aux USA à partir des écoutes d'une cellule d'Al-Qaïda à Milan. Le LA Times et le Washington Post ont dit que les écoutes informaient de la venue de frères aux USA et d'un énorme attentat impliquant des avions. Août. Selon des journaux marocains et français, un agent secret a rapporté que les hommes de Ben Laden préparaient des opérations à grande échelle à New York pour l'été ou l'automne 2001. L'agent fut ensuite appelé aux USA pour rapporter cette information directement. Août encore, la Grande-Bretagne a alerté 3 fois les USA sur une attaque d'Al-Qaïda. La dernière alerte spécifiait de multiples détournements d'avions. D'après le Sunday Herald, l'alerte a été transmise au président Bush peu de temps après. On ignore combien de ces alertes qui ont été archivées sont arrivées à la Maison-Blanche par les voies officielles. Mais une alerte est connue pour être parvenue au président Bush directement. Il s'agit du briefing présidentiel quotidien, ou PDB, du 6 août. L'administration Bush l'a caché au public pendant des mois, jusqu'à ce que CBS le révèle en partie en mai 2002, mettant la Maison-Blanche sur la défensive. Tous ces rapports concernaient des détournements ordinaires. Vous prenez un avion, on s'inquiétait qu'il puisse en faire sauter un. J'aimerais revenir sur le PDB du 6 août. 2 ans plus tard, le président Bush répondait sur la raison qui l'avait amené à demander ce briefing du 6 août. Ed, j'ai demandé ce briefing. Et je l'ai fait parce qu'il y avait beaucoup de menaces. Des informations des services outre-mer. Donc, c'était en rapport avec la conférence du G8 de Gênes à laquelle j'allais assister. Les 8 dirigeants les plus puissants du monde se sont réunis ici pour débattre des problèmes mondiaux. La menace de violence les oblige à rester en alerte. Juste avant le sommet du G8, CNN.com rapportait « Le chef des gardes du corps de Russie avait mis en garde contre un complot de Ben Laden visant à assassiner George Bush ». Le LA Times rapporta que des officiels américains étaient informés d'une menace impliquant des avions de ligne. Ce sont les terroristes et les opposants que craint le gouvernement italien. C'est pourquoi les batteries anti-aériennes étaient en alerte à l'aéroport. Condoleezza Rice était là, le président Bush, Ari Fleischer, Karl Rove,
Tout le clan Bush. Ils sont allés dormir sur un bateau de façon à ce qu'un avion ne puisse foncer sur un immeuble. Cet hôtel flottant sera la maison des leaders du G8 pour 3 jours, ceci étant nécessaire pour leur sécurité. Si le briefing du 6 août a été provoqué par une menace aérienne à Gênes, il est clair que le président Bush, son porte-parole Harry Fleischer et sa conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice connaissaient forcément la menace d'avions utilisés comme arme. Mais les médias semblent avoir manqué la connexion. On avait des infos sur des détournements simultanés. Pas de menace spécifique. Des avions utilisés comme armes. Je pense que personne n'aurait pu le prévoir. Des cibles spécifiques mentionnant le Pentagone et le World Trade Center. Personne du gouvernement ou du précédent n'imaginait que des avions se jetteraient dans des buildings. Dr. Rice, levez-vous s'il vous plaît et levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. En avril 2004, la pression du public a finalement contraint la Maison-Blanche à autoriser le Dr. Rice à témoigner pour répondre aux questions sur le PDB et sur la nature des alertes données à l'administration. Le rapport de menaces que nous avons reçu au printemps-été 2001 ne se rapportait à aucune date, aucun lieu, ni type d'attaque. Presque tous les rapports concernaient les activités d'Al-Qaïda hors des USA. Cela contraste complètement avec les mises en garde avérées de la chronologie de Thompson. Ce que dit le PDB du 6 août, peut-être devrais-je vous le lire. Nous serions heureux de le voir complètement déclassé. Alors qu'elle témoignait, Ben Veniste essaya d'aller vraiment au fond du problème. Avez-vous parlé au président, quelque temps avant le 6 août, de l'existence des cellules d'Al-Qaïda aux États-Unis? Laissez-moi d'abord vous assurer Si vous pouviez que... juste répondre à ma question, car mon temps est limité. Je comprends, mais c'est important que je... Ce n'était pas comme un procès. On ne pouvait pas les cuisiner jusqu'à avoir une réponse. Je ne me souviens vraiment pas, monsieur, en avoir discuté avec le président. Laissez-moi continuer, je vous prie. Et à propos du 6 août, que dit le mémo du 6 août? Et ensuite, elle s'est lancée. C'était des informations antérieures, basées sur d'anciens rapports. Pas d'infos sur de nouvelles menaces. Elles ne concernaient pas un prochain attentat au sein des USA. Et quel était le titre du mémo? Je crois que c'était Ben Laden déterminé à attaquer les USA. Finalement, 2 semaines plus tard, la Maison-Blanche déclassait le PDB. Il y a un tas d'exemples où la menace est nationale. Ben Laden a dit à ses hommes qu'il voulait attaquer Washington. Ben Laden voulait exploiter l'entrée aux USA d'un de ses agents pour préparer un attentat. Abu Zubaydah planifiait son propre attentat contre les USA. Les informations du FBI indiquent des activités suspectes dans le pays, cohérentes avec des détournements ou d'autres attaques, incluant de récentes surveillances de bâtiments fédéraux à New York. C'est ici, dans notre pays. Harry Fleischer, juste après le 11 septembre, a dit « Il n'y avait pas d'avertissement ». Je l'ai regardé me dire « Il n'y avait pas d'avertissement ». Je veux savoir pourquoi personne n'est revenu là-dessus pour dire « Qu'a-t-il voulu dire ?» Récemment, Howard Dean se demandait si vous aviez eu préconnaissance du 11 septembre. Oui. Il y a un temps pour la politique et... Il y a un temps pour la politique. Et c'est une insinuation absurde. La presse a rapporté ceci ou cela, mais elle ne l'a pas vraiment relié. Et elle dit « Mon Dieu, combien d'alertes avez-vous eu? Comment toutes ces informations vous sont-elles parvenues? Et pourquoi n'a-t-on rien fait concernant ces alertes ?»
Pourquoi le procureur général fait-il tous ses voyages en jet privé spécial? Le département de la justice a cité un risque de menace reçu du FBI et a conseillé à Ashcroft de ne voyager qu'en jet privé jusqu'à la fin de son mandat. La nuit précédant les attentats, le président a dû mieux dormir, sachant que des missiles sol-air étaient placés sur le toit de l'hôtel Sarasota en Floride où il demeurait. Ce n'était pas une procédure de sécurité en vigueur à l'époque. Cette même nuit, je cite, « Une menace des plus urgentes aurait été reçue, poussant des gradés du Pentagone à annuler leur vol le matin du 11 septembre. » Savoir pourquoi cette information n'a pas été donnée aux 226 personnes tuées à bord des 4 avions détournés pourrait devenir un sujet brûlant. Mais ça n'est jamais arrivé. Nous avons fait serment de ne pas en parler pendant la campagne. Je pense avec raison, afin que le rapport de la Commission reçoive une meilleure écoute de la part du Congrès. Maintenant, la campagne est finie, alors ma promesse est révolue. Monsieur le Président, vous saviez ce qu'ils faisaient aux USA. Vous avez été averti par la CIA. Vous saviez en juillet qu'ils étaient là. Vous avez été de nouveau informé lors du briefing d'août qu'il s'agissait d'une terrible menace. Vous n'avez rien fait pour sécuriser nos frontières, ni nos aéroports. Rien fait pour appliquer les lois. Vous n'avez pas réuni les services de l'immigration pour arrêter ça. Et vous n'avez pas prévenu le peuple américain. Qu'avez-vous fait? Rien, comme on a pu le voir. Le gouvernement a d'abord dit qu'il n'y avait pas eu d'alerte. Il y en a eu. Puis la Maison-Blanche précisa que les alertes ne disaient ni où, ni quand, ni comment cela se produirait. La chronologie et le travail des familles établissaient des liens là où les médias avaient échoué. Il y avait eu de nombreuses alertes. La plupart furent détaillées, certaines étaient urgentes. Et pourtant, les responsables n'ont pris aucune mesure défensive, sauf pour leur protection personnelle. Si le public avait été mieux informé pendant l'été 2001, on aurait sauvé des vies. Même si les attentats avaient eu lieu, on aurait sauvé des vies. Mon mari était dans la tour 2. S'il avait su que c'était un attentat, il n'y serait pas resté. Quand on leur a dit que la tour était sécurisée et qu'ils devaient rester dans leur bureau, peut-être qu'ils seraient partis. Ceux qui pensaient que la première attaque était un accident auraient peut-être pensé et réagi différemment. Mais nous n'avions pas reçu les informations qui nous auraient permis de prendre des décisions par nous-mêmes. Alors que l'on voyait brûler la première tour sur toutes les chaînes, personne au gouvernement ayant reçu des alertes tout l'été n'a appelé New York pour faire évacuer la tour 2. Personne ne donna l'ordre aux chasseurs d'effectuer la moindre action défensive contre les avions détournés toujours en vol. Personne n'a répondu à la crise de façon adéquate. On nous a dit que les services de renseignement ont besoin de 100% des éléments et que les terroristes n'ont besoin que d'une seule opportunité. Cette explication des attentats dévastateurs du 11 septembre, simple dans la forme, est fausse dans le fond. Parce que les terroristes du 11 septembre ont eu plus que de la chance. Ils ont eu de la chance à répétition. Quand vous avez cette répétition de protocoles brisés, de lois transgressées, de communications rompues, on ne peut plus appeler cela de la chance. Si on ne s'attache pas à tenir pour responsables ceux qui ne font pas leur travail correctement, comment espérer que les terroristes n'auront pas à nouveau de la chance ? À la tribune, le président des États-Unis. Le 11 septembre, les ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays. Ce soir, les USA font la demande suivante aux talibans: livrer aux autorités américaines tous les leaders d'Al-Qaïda qui se cachent sur vos terres. Les talibans doivent agir immédiatement.
Ils nous livreront les terroristes ou ils partageront leur destin. Nous avons des images en direct de Kaboul. Les forces terrestres américaines pénètrent actuellement en Afghanistan. Mazar-e-Sharif a apparemment été prise. Nous sommes arrivés dans la banlieue de Kaboul. Un des lieutenants de Ben Laden a été tué. Voici l'une des infâmes grottes d'Al-Qaïda, avec assez de place pour abriter des combattants quand les bombes américaines tomberont. Une activité militaire incessante sur les montagnes blanches. Malgré la défaite écrasante des forces d'Al-Qaïda à Tora Bora, l'armée américaine ne sait toujours pas où se trouve Ben Laden. Voici ce qu'il reste de Tora Bora. Les combattants afghans rentrent chez eux. Les grottes de Tora Bora conquises, le refuge terroriste n'est plus qu'un trou dans le sol. Le remarquable leader intérimaire d'un Afghanistan libéré, le président Hamid Karzai. Pour Paul Thompson, l'apparente victoire militaire des USA sur l'Afghanistan n'était pas aussi claire. La guerre s'est très vite terminée, mais au final, les USA n'ont capturé ou tué qu'un seul leader d'Al-Qaïda et aucun leader taliban. À l'heure actuelle, nous n'avons capturé aucun leader d'Al-Qaïda ou des talibans, mais juste une ou deux personnes sans grand intérêt. Sa compréhension des actions du gouvernement avant le 11 septembre ayant maintenant fondamentalement changé, Thompson décida d'examiner ce qui s'était passé en Afghanistan. La presse n'a jamais cherché à savoir comment beaucoup de ces leaders ont pu s'échapper. Cependant, si vous assemblez les différents comptes rendus, vous commencez à comprendre l'histoire. Début novembre, le London Times a rapporté que les proches de Ben Laden se sont tous échappés de Kaboul, la capitale, dans un convoi nocturne. Un témoin raconta ceci. « Nous ne comprenons pas pourquoi ils n'ont pas été tués la nuit dernière, car ils sont venus dans un convoi d'au moins 1 millier de voitures et de camions. Cela aurait été facile pour les pilotes américains de voir les phares. » Mais le 10 novembre, Ben Laden avait rejoint le convoi à Jalalabad. Un officiel des renseignements a dit au journal Night Rider qu'il était évident que ce lieu allait être la base d'un exil au Pakistan. Nous étions surpris que rien n'ait été fait pour s'y préparer. Le 14 novembre, l'Alliance du Nord a pris Jalalabad. Cette nuit-là, 1000 combattants, dans plusieurs centaines de véhicules, se sont échappés à nouveau. Cette fois avec Ben Laden, roulant des heures vers la forteresse de Tora Bora. Les USA bombardèrent l'aéroport près de Jalalabad, mais apparemment pas le convoi. Le 15 novembre, on estime que dans les grottes de Tora Bora, 1600 combattants de Ben Laden sont maintenant encerclés. La plus importante bataille de la guerre commence. Les avions américains surveillent les montagnes et les forces armées sont à la frontière avec les troupes pakistanaises pour bloquer les issues possibles. Alors qu'il y avait 2 voies de fuite possibles, Newsweek rapporte que les USA n'en ont bombardé qu'une. Utilisant l'autre route, des centaines de talibans et combattants d'Al-Qaïda se sont échappés avec d'importants leaders. Après les attaques, des témoins oculaires ont dit au Daily Telegraph qu'ils étaient stupéfaits que les USA aient cerné Tora Bora sur seulement 3 côtés. Ben Laden est sorti des grottes de Tora Bora et est entré au Pakistan avec de nombreux fidèles. Bien sûr que nous pistons Saddam Hussein, je veux dire Ben Laden. Il est isolé ? En août 2005, une histoire éclate et offre à Thompson une pièce manquante du puzzle. Dans une interview exclusive pour Newsweek, Gary Benson, commandant de la CIA à Tora Bora durant l'invasion, rompt le silence. Il explique que ses agents ont pisté Ben Laden à Tora Bora. Monsieur Bernstein sentait qu'il fallait absolument raconter cette histoire et la rendre publique. Il s'est donc décidé à démissionner de la CIA 2 ans avant sa retraite pour pouvoir publier son livre. Au moment de cette interview, on lui imposa de parler par son avocat tant que la CIA n'avait pas vu et corrigé son livre avant publication.
À plusieurs moments, d'après les sources qu'on m'a confiées, il connaissait la position précise de Ben Laden dans Tora Bora. Je ne peux pas vous donner plus de détails sur ces sources de renseignements parce qu'elles sont secrètes. Nous avions pourtant bien cerné Ben Laden à Tora Bora. Et pour je ne sais quelle raison, nous n'avons pas fait le nécessaire pour éviter qu'il s'échappe. Le but n'a jamais été d'attraper Ben Laden. C'est évidemment souhaitable. En fait, je viens de lire certains analystes qui disent « On ne doit peut-être pas chercher les leaders de ces organisations. Ça aurait plus d'effet d'avoir les intermédiaires car ils sont plus durs à remplacer. » Vers la fin de la guerre, quand tous les regards étaient tournés vers Tora Bora, les médias ont raté une autre histoire majeure. Des milliers de membres d'Al-Qaïda et de talibans se sont à nouveau échappés, cette fois depuis le nord de Kunduz, sans essuyer de tirs US. La seule place forte des talibans dans cette région tombe finalement aux mains de l'Alliance du Nord. Une fois de plus, la porte était ouverte pour l'évasion. Dans cette bataille, nous avons encerclé l'ennemi. Il y avait environ 8000 soldats ennemis à l'intérieur. La crème des crèmes d'Al-Qaïda était là. Plus tard, le journaliste Seymour Hersh sortait cette histoire dans le New Yorker, ce qui entraîna quelques reportages TV. Et là, tout à coup, une nuit avant Thanksgiving, en plein siège, un couloir aérien fut établi entre Kunduz et le nord du Pakistan. La nuit, les avions pakistanais volaient régulièrement dans ce couloir. C'était bien ordonné et organisé. Les combattants étaient là, sur le tarmac, attendant leur vol pour prendre la fuite. Il y en avait au moins 4 à 5 000 et tous n'étaient pas d'Al-Qaïda. Peut-être même que des membres de la famille Ben Laden sont sortis lors de cette évacuation. Ça a été fait avec la bénédiction de Musharraf et des États-Unis. Quand je vous dis que ça vient du niveau de Rumsfeld, c'est certain. Ce que nous décrivons là, les États-Unis l'ont bien sûr remarqué. 1 ou 2 avions, peut-être pas, mais un transport aérien de cette taille, certainement. C'est la base la plus sécurisée sur Terre actuellement. Tout survol de l'Afghanistan est connu des États-Unis. Aucun avion ne peut voler de Kunduz au Pakistan sans être abattu, à moins qu'on ne le laisse faire. Et on a laissé faire. Il n'y a pas d'autre explication. À mon avis, c'est qu'il y a une sorte de marché entre le gouvernement du Pakistan et les États-Unis. Intrigué, Thompson creusa la question du Pakistan. Sa chronologie montre que Ben Laden, à ce qu'on dit, a été vu pour la dernière fois au Pakistan après s'être échappé de Tora Bora. CBS News a une information exclusive ce soir. Mais grâce à une enquête approfondie de CBS, il a aussi appris que Ben Laden était au Pakistan la veille du 11 septembre. Ben Laden était soigné dans cet hôpital militaire de Rawalpindi pour une dialyse des reins. Un employé gardant l'anonymat a dit que l'armée l'entourait. Il disait que Ben Laden devait être soigné et suivi. Nous ne ferons aucune différence entre ceux qui ont commis ces actes et ceux qui les protègent. Pour mieux comprendre les liens entre Ben Laden et le Pakistan, Thompson a suivi une chronologie qui débute il y a 20 ans avec l'implication secrète du Pakistan dans la guerre soviéto-afghane. En 1979, au milieu de la guerre froide, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. Durant les années 80, les soviétiques se sont battus contre les Moudjahidines, un groupe de résistants anti-soviétiques dont faisait partie Ben Laden. Les Moudjahidines étaient épaulés par la CIA, qui espérait faire de l'Afghanistan le Vietnam des soviétiques. Plutôt que de financer directement les Moudjahidines, la CIA a fait passer l'argent secrètement par l'agence de renseignement pakistanaise, l'ISI. Le Washington Post a publié des comptes rendus précis de ce conflit. Ils ont aidé à créer Ben Laden et les racines d'Al-Qaïda pendant l'occupation russe en Afghanistan. Quand la CIA, les services pakistanais et l'Arabie saoudite ont formé ces gens pour combattre les Russes en Afghanistan. Des milliards de dollars de la CIA et des Saoudiens étaient crédités par l'ISI pour soutenir la guerre. La stratégie a fonctionné et les Soviétiques ont été défaits.
On pense que les talibans ont été créés par les services secrets pakistanais, l'ISI. Les experts disent que grâce à cela, les talibans ont réussi de rapides succès militaires. Impliqués dans leur victoire par des rentrées d'armes et d'argent, l'ISI a aidé les talibans à resserrer les liens avec Ben Laden et son réseau terroriste. Parce qu'il n'y a réellement aucune différence entre un camp d'entraînement terroriste de l'ISI ou un camp d'entraînement de Al-Qaïda. Vous aurez des gens au service d'Al-Qaïda effectuant des missions pour Al-Qaïda et vous en aurez d'autres au service de l'ISI qui iront au Cachemire effectuer une de ces missions. Thompson se demandait si le 11 septembre faisait partie des activités terroristes de l'ISI. Nous donnerons la chance au gouvernement pakistanais de collaborer, alors que nous partons à la chasse de ceux qui ont commis cet acte incroyable et répugnant contre l'Amérique. On m'a confié que le gouvernement pakistanais a promis de coopérer pleinement. Le dictateur du Pakistan, le général Musharraf... Mais peu après les attaques, on proclamait le Pakistan grand allié dans la guerre contre le terrorisme. La Maison-Blanche semblait convaincue que seul Al-Qaïda avait conçu les attentats. Publierez-vous un livre blanc qui le reliera aux attaques, lui et son réseau, pour rassurer les gens? Nous travaillons dur pour recueillir toutes les informations des services de renseignement et des forces de loi. Et je crois que nous pourrons bientôt sortir un papier, un document qui décrira clairement les preuves que nous avons. Non, je crois qu'on a mal interprété les propos du secrétaire lors de l'émission de dimanche. Personne n'a parlé de livre blanc hier et le secrétaire d'État non plus. Vous avez parlé d'actions dans d'autres parties du monde. Et évidemment, vous voulez le soutien d'un maximum de gens dans le monde. Il me semble que vous demandez que tout le monde vous fasse confiance. Ça me paraît logique de penser qu'ils ne l'ont pas fait seuls. C'était un complot sophistiqué. Ben Laden n'avait pas les moyens de faire ça, lui seul avec son groupe. Alors qui le pouvait? Il faut une enquête de grande envergure au Pakistan. Mais le 1er octobre, le FBI trouva une preuve reliant les pirates de l'air et Al-Qaïda en découvrant des transferts d'argent en Floride au profit de Mohamed Atta. Mohamed Atta, le présumé terroriste, a reçu des transferts d'argent du Pakistan. Il a ensuite distribué l'argent via des ordres de paiement achetés ici, en Floride. Une source haut placée a confié à CNN que le financier serait Omar Saïd Sheikh. Il est soupçonné de diriger certains aspects de l'activité financière d'Al-Qaïda. Étudiant modèle à la London School of Economics, né en Angleterre de parents pakistanais, il parle 5 langues. L'histoire fit la une de tous les grands journaux. Le financier du 11 septembre appartenait bien à Al-Qaïda. Les USA semblaient avoir trouvé le lien direct. La guerre au terrorisme pouvait donc commencer. Mais ce que la plupart des publications sur Omar Saïd Sheikh après le 11 septembre omettaient de dire, c'est qu'après avoir quitté son école, il aurait rejoint à la fois Al-Qaïda, mais également l'ISI. A.K. Jane, l'officier l'ayant arrêté, a dit que lors de son interrogatoire, Omar Sheikh a avoué qu'il était soutenu par l'ISI, les services secrets pakistanais. Il me l'a dit. Il vous l'a avoué? Oh oui. Après sa libération, il était évident que le Pakistan l'avait abrité et le soutenait directement, ouvertement, avec la connivence des services pakistanais de renseignement. 2 jours seulement après l'invasion de l'Afghanistan, le Times of India rapporta que le FBI avait des preuves crédibles que le financier de l'attentat, Omar Saïd Sheikh, avait envoyé $100 000 à Mohamed Atta, et ce, sur les ordres du directeur de l'ISI, le lieutenant-général Mahmoud Ahmed. S'il avait été le directeur des renseignements en Irak, vous ne pensez pas qu'on en aurait entendu parler?
Vous devez comprendre que le lieutenant-général Mahmoud Ahmed occupait un poste clé. William Pepper est avocat et consultant international auprès du gouvernement pakistanais. Les renseignements indiens ont découvert ce transfert. C'est ainsi que le Times of India a été à même d'obtenir cette information et le FBI a dû s'impliquer, car la situation avait été rendue publique à la suite de l'enquête indienne. Mais les preuves ne furent jamais rendues publiques. Les renseignements indiens maintenaient que le FBI leur en avait confirmé la validité. Peu après, tous les grands journaux indiens publiaient l'information. Aux USA, un seul journal y fit allusion. L'information, diffusée seulement sur Internet, figurait dans l'éditorial du site du Wall Street Journal. L'article avait un joli titre, mais il contenait des informations ahurissantes. Après l'article du Times of India, le financier Omar Saïd-Cheikh n'était plus un simple agent d'Al-Qaïda, supposé être l'unique sponsor des attaques. Saïd-Cheikh recevait des ordres de l'ISI, et cela semblait la preuve certaine d'une implication pakistanaise dans le 11 septembre. Et à cet instant, dès ce jour-là, Saïd-Cheikh est devenu persona non grata. Puis une liste est sortie avec d'autres noms de financiers possibles. Durant des mois, les autorités ont embrouillé les médias en diffusant différents patronymes du financier, tous avec des sonorités similaires à Omar Saïd-Cheikh. C'est ce type-là, non, c'est celui-là. L'histoire change constamment à propos du gars, et ça devient très difficile à suivre. Mais un an après le 11 septembre, Newsweek conclut que l'identité du financier restait quasiment un mystère total. Et la commission d'enquête conclut que finalement, savoir qui avait financé les attaques n'était pas très important. D'après moi, il semble que ce soit un écran de fumée pour tenter de cacher le fait que de l'argent venant de l'ISI est allé aux pirates de l'air. Si on pourchassait réellement les soutiens financiers d'Al-Qaïda, ne vaudrait-il pas mieux bombarder le Pakistan? Le mieux, Pakistan ou Irak pour vaincre le terrorisme? Si vous me posez cette question, je dirais, sans l'ombre d'un doute, oublions l'Irak et ciblons le Pakistan. Il n'y a pas de raison pour que l'administration continue à protéger de faux alliés qui aident directement ou indirectement des terroristes qui veulent tuer des Américains. Pensez-vous que nous saurons un jour de quel pays vous parlez? Nous le saurons quand les informations se trouveront aux archives, et ça, dans 20 ou 30 ans. Mais nous en aurions besoin dès à présent pour faire face à la menace que nous affrontons actuellement. Et l'histoire prit encore un tour inattendu. Les médias annoncèrent que le directeur de l'ISI pakistanais était venu à Washington pour une visite inhabituelle la semaine du 11 septembre. Savez-vous que le chef de l'ISI était à Washington le 11 septembre et que le 10 septembre, le Pakistan a viré $100 000 au groupe ici aux États-Unis? Pendant sa visite, vous a-t-il rencontré ou quelqu'un d'autre de l'administration? Je n'ai pas vu ce rapport et je ne l'ai évidemment pas rencontré. Oui. Le LA Weekly a rapporté que le soir même du 11 septembre, le département d'État américain a commencé de négocier les termes d'un partenariat USA-Pakistan avec le directeur de l'ISI, Mahmoud Ahmed, l'homme soupçonné d'avoir ordonné des transferts de fonds pour Mohamed Atta. Les négociations ont continué les jours suivants jusqu'à ce que le lieutenant-général retourne au Pakistan le 14 septembre. Mais un agent secret nommé Randy Glass affirma qu'il pouvait prouver que l'administration US connaissait le rôle de l'ISI dans le 11 septembre quand elle a conclu le partenariat avec le Pakistan. Cette révélation très peu suivie par la presse était cette fois annoncée par Deadline NBC.
Cet ex-escroc, devenu agent secret, Randy Glass, s'est infiltré dans un réseau terroriste de trafic d'armes. Glass, l'ancien escroc, avait participé en 1999 à l'opération secrète Diamondback, une vaste enquête menée par le FBI et le Bureau de contrôle des alcools, du tabac et des armes à feu. Le 22 juillet 1999, Glass était à New York pour une réunion au Tribeca Grill. Ils étaient 4 à table. Glass, son premier contact Lia Motion, Mail Malik, homme d'affaires de Jersey City, et un mystérieux homme, R.J. Abbas. Et vous savez qui lui donne de l'argent? Non, qui? Osama Ben Laden. Glass a enregistré leur conversation. Il y avait autour d'eux dans le restaurant des agents antiterroristes du FBI. En gros, il m'a dit qu'il voulait acheter des systèmes d'armes sophistiqués en grande quantité. Et qui Abbas représentait-il? Il s'est présenté à moi comme un agent de l'ISI. C'est ici que l'affaire devient très chaude. Si Abbas disait la vérité, Randy Glass et le FBI signaient un contrat de vente d'armes illégales avec un agent des renseignements pakistanais lié aux terroristes. L'histoire de Randy Glass n'intéressait pas grand monde. Si vous demandez aux gens, vous connaissez cette histoire? Vous connaissez Randy Glass? Jamais entendu parler. Si l'histoire n'a pas marqué le public, c'est parce que Deadline avait coupé de son montage final la révélation la plus accablante. J'ai été menacé par un agent du FBI, Steve Bernowski. Si je parlais de cette affaire un tant soit peu, je serais accusé d'entrave à la justice. 2 mois plus tard, le Palm Beach Post publia l'histoire. Au cours de notre conversation, je lui ai demandé quelles étaient ses intentions. Après le dîner, nous marchions dehors. Il a regardé les tours du World Trade Center et m'a dit « Ces tours-là vont s'écrouler ». Je ne déduis pas de cela que le Pakistan est la réponse à toutes nos questions sur le 11 septembre. Ce n'est pas le cas. Le Pakistan est un élément d'une histoire très complexe. La question pour moi, c'est qui d'autre était impliqué avec Al-Qaïda? Al-Qaïda était-elle utilisée comme un outil, comme dans les années 80, lorsque le gouvernement américain s'est servi des Moudjahidines? En août 2004, après la publication du rapport très décevant de la commission du 11 septembre, la chronologie complète de Paul Thompson fut publiée par HarperCollins. Les thèmes récurrents de sa chronologie sont clairs. Pas de responsabilité, peu de réponses et beaucoup d'opportunités manquées. On n'a toujours pas confondu les financiers des attentats. Le fait est qu'il y a une sorte de marché entre le gouvernement pakistanais et les États-Unis. Les coupables désignés ont pu s'enfuir. On a capturé juste 1 ou 2 personnes sans grand intérêt. Et les autorités gouvernementales qui ont ignoré toutes les alertes sont toujours en place. Dans mes souvenirs, les cellules d'Al-Qaïda n'étaient pas une chose nécessitant qu'on s'en préoccupe. En dépit des années de combat menées par les familles et d'autres, la version officielle de l'histoire du 11 septembre a peu changé. C'est quoi la démocratie? C'est le gouvernement par le peuple. L'équation est simple. Les médias sont très importants dans une démocratie, car ils doivent responsabiliser les gens. Il est impossible pour chaque citoyen de tout savoir, d'être informé sur tout. Il nous a fallu des milliers d'heures de recherche avant de pouvoir poser les bonnes questions. Voilà pourquoi les médias sont essentiels. Parce que, vous voyez, quelqu'un doit rassembler les pièces du puzzle. Et cela manque. Je pense que le journalisme a énormément changé depuis le 11 septembre. Rebecca Abrahams est journaliste chez ABC News.
Dorénavant, on prend toutes sortes de précautions quant à notre façon de relater les faits. Ceux qui s'informaient par Internet au lieu de regarder la télé savaient quelques semaines après les attentats ce que faisait Bush dans la salle de classe en Floride pendant les attaques. Mais la plupart des Américains l'ignoraient totalement. Pendant environ 3 ans, ces images sont restées au fond des placards des grandes chaînes, alors même qu'elles sortaient leur rétrospective chaque année. ABC News sera avec vous toute la journée pour commémorer les événements du 11 septembre. Il semblait tout faire pour éviter de rendre public le curieux comportement du président. Après réflexion, le président a préféré rester dans la salle, car il ne voulait pas alarmer les enfants. Bush marque une pause, remercie les enfants, puis entre dans une salle vide à côté. Finalement, dans le grand vide créé par la complaisance des médias, apparaît le cinéaste Michael Moore, amenant enfin les sujets dérangeants avec son film de tous les records, Fahrenheit 9/11. Avec son regard critique sur l'administration Bush, Moore et son film attirent les attaques. Et même en prime time, lors du grand meeting national des Républicains. S'il vous plaît, mes amis, au moins ce réalisateur ne triche pas. Pourquoi a-t-il fallu cette remarque de McCain pour faire entendre ces questions au public américain ? Fahrenheit 9/11 était largement basé sur nos reportages à la BBC et sur mon livre. ABC News a libre accès à tout ce que l'on fait à la BBC. On leur a dit, allez-y, utilisez le reportage. Vous n'aimez pas la version de Michael Moore? C'est trop biaisé? Très bien, alors faites-nous la vraie version. On se bat chaque jour becs et ongles à la rédaction pour faire entendre ces actualités. Mais on peut produire un reportage qui ne passera pas à l'antenne. Vous aurez toujours quelqu'un à la direction qui aura le dernier mot. Ils ne sont pas journalistes. La dissidence étant étouffée en Amérique après le 11 septembre, les vraies questions n'ont jamais été posées, et encore moins les réponses. Il fut un temps en Afrique du Sud où l'on mettait un pneu en feu autour du cou des gens s'ils se rebellaient. Ici, d'une certaine façon, on a peur de porter ce collier de feu pour manque de patriotisme. Et c'est cette peur qui empêche les journalistes de poser les questions les plus difficiles. L'information sort par petits bouts, par-ci, par-là. Mais personne ne veut prendre le taureau par les cornes. Si seulement on pouvait tout rassembler dans le Washington Post et faire une série d'articles sur 10 jours, les gens diraient « c'est incroyable !» Comme les infos sortaient au compte-gouttes sur une période très longue, ça n'avait pas d'impact sur le public américain. La presse aurait dû mieux travailler en étudiant bien les faits, en les confrontant, et dresser un tableau complet. Ce n'est pas le travail des journalistes, c'est celui des pages éditoriales, des politiques et du public lui-même, des familles des victimes, d'arriver à ce genre de conclusion. Tout ce qu'on peut faire, c'est relater les faits. Nos reportages n'ont pas toujours été conformes aux versions officielles, mais nous les avons défendus et maintenant, on comprend mieux ce qui s'est passé. C'est un gigantesque scandale. Le Watergate n'était rien. Il y a un curieux manque d'intérêt des gens de gauche comme de droite. Personne ne semble vouloir découvrir la vérité, ni suivre les indices, où qu'ils mènent, parce que je crois que la conclusion serait trop brutale. On n'aurait peut-être pas dû chercher à savoir si Nixon avait participé au Watergate,
Peut-être qu'il aurait mieux valu accepter sa version. Peut-être fallait-il mieux croire que le président Clinton n'avait pas eu de relation sexuelle avec cette fille, Miss Lewinsky. Ce n'est pas parce que c'est la version officielle des faits que cela doit nous empêcher de creuser, de chercher pour voir si c'est la véritable histoire. Oui, ils ont menti. Ils ont tous menti, consciemment ou inconsciemment. Ils ont menti. Maintenant, nous avons besoin de savoir pourquoi ils ont menti et quelles sont les conséquences de ces mensonges. Nous ne pouvons laisser ces guerres bouleverser notre mode de vie. Elles sont basées sur une fausse compréhension de ce que fut le 11 septembre. Il faut aller au-delà du mythe pour connaître la vérité. Nous devons savoir. Il le faut. Le 11 septembre est un énorme exemple du « ne demandez pas, n'en parlez pas ». On doit tout ce qu'on sait aux familles. Et c'est vraiment effrayant. Il fallait faire face à cette tragédie et faire de notre mieux pour nos vies et pour notre pays. Et il fallait obliger ceux qui sont censés nous protéger à faire ce qu'ils doivent. Ce que je voulais vraiment, c'est que mes enfants se sentent en sécurité. Je me fichais de qui était au pouvoir. Je voulais la vérité et que les erreurs soient corrigées. Et après tout ce périple, il n'y a pas de réponse, pas de responsabilité. J'ai gaspillé 4 ans de ma vie en tentant avec les autres familles de nous assurer que cela ne se produira plus jamais. Permettez-moi une anecdote à propos de mon fils. Sur un mur de sa chambre, il y avait « Le savoir, c'est le pouvoir ». Je fais tout cela pour une seule et unique raison, poursuivre son chemin. J'en ai tellement marre du peuple américain et de ce gouvernement, à cause de toutes ces dissimulations. John Gerard Coughlin, Timothy J. Coughlin, Anne-Marie Kramer, Christopher Seaton Kramer, and my big brother, Wayne Brian Green. We miss you, we love you, and you are always in our hearts. This week's trading, the Dow lost more than 351 points. That's 3% of its overall value. NASDAQ was off almost 93. That's more than a 4% drop for the week. We'll take a break here.